Coucou les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture au féminin. Parce que c'est le mois de mars, j'ai gardé tous les titres écrits par des femmes et j'ai les mis dans ce même bilan lecture. Il y a des titres qui datent depuis un bon moment que je vous ai pas encore présentés mais que j'avais envie de garder pour ce mois de mars. Voilà. Sans plus attendre, on va attaquer avec le premier titre qui n'est autre que « Nous avons toujours vécu au château » de Shirley Jackson. Comme vous le savez si vous regardez un peu la chaîne depuis un moment, la première rencontre avec Shirley Jackson ne l'a pas fait parce que j'ai lu Maison hantée. C'était son titre phare, le titre qui était recommandé partout, dans tous les vidéos qui parlaient de cette autrice, disaient que c'est un titre exceptionnel, un titre gothique, atmosphérique, incroyable, un des meilleurs titres d'horreur à l'ancienne que les gens ont jamais lu. Il était présent même sur des sites, dans les top 100, top 10, etc., des meilleurs titres d'horreur. Et du coup, je me suis laissée tenter, je me suis dit oui, il a l'air cool. Finalement, j'avais pas du tout aimé et un jour, quand je faisais le tour des boîtes à livres, je l'ai trouvé par hasard. J'ai trouvé par hasard Nous avons toujours vécu au château et je l'ai pris en me disant que c'était pas le titre qu'il me fallait, que c'était pas le titre qui était fait pour moi, pour mes goûts perso. Mais j'avais envie de tester cette autrice, encore une fois, lui donner encore une chance. Et j'ai bien fait parce que j'avais pas grande attente et au final, j'avais adoré Nous avons toujours vécu au château. C'est un titre d'inspiration gothique, c'est un titre sombre où l'horreur est psychologique. On est dans le psyché d'une famille et notamment d'un membre de cette famille, la famille Blackwood. On suit la vie de Marie-Catherine, une des seules survivantes de cette famille. En fait, par le passé, il y a un incident qui est survenu lors d'un repas. Quasiment tous les membres de la famille ont été anéantis. Ils ont avalé de la nourriture contaminée par de la cyanure, il me semble. En tout cas, un poison mortel. Et du coup, les seuls membres restants sont Marie-Catherine, sa sœur Constance et son oncle Julien, qui a survécu malgré avoir ingurgité cette nourriture contaminée. Du coup, ils sont les seuls survivants de cette famille. Ils vivent dans une grosse baraque, dans une grosse demeure, et ils sont le sujet des brimades, des villageois, de tous ceux qui les entourent. Les gens, ils ont peur d'eux, ils les maudissent en quelque sorte, et chaque fois quand Marie-Catherine, elle sort de cette demeure une fois par semaine pour faire des courses, pour s'acheter des vivres, eh bien les villageois la regardent de travers, parfois ils lui disent des choses méchantes, parfois ils lui jettent la faute de cette massacre de sa famille, et au fur et à mesure, on découvre un peu plus. Au fur et à mesure du récit, les pièces du puzzle s'assemblent et on comprend plus ce qui s'est passé lors de ce dîner meurtrier. On apprend un peu plus sur le psyché de ces personnages et j'ai beaucoup aimé parce que chaque personnage a sa part de lumière et sa part d'ombre. Il y a certains personnages qui penchent plutôt vers les ténèbres et certains personnages qui penchent plutôt vers le côté joyeux de la chose. Il y a même un personnage détestable qui va arriver dans ces récits, c'est leur cousin Charles. J'ai détesté ce personnage, il était ignoble. En tout cas, selon mes principes de vie, je l'ai détesté. C'est rare que je souhaite la mort d'un personnage dans un récit, mais là j'avais juste envie de lui donner quelques claques et qu'il se barre. Voilà, je vous dis pas plus. Si vous avez lu ce récit, dites-moi si vous avez eu le même ressenti concernant ce personnage. Mais en tout cas, c'était une chouette découverte. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cette atmosphère, cette ambiance gothique qui s'est dégagée. Je trouve que Shirley Jackson a un don pour mettre en avant un décor gothique et une atmosphère un peu pesante avec quelques mots, avec quelques ficelles scénaristiques. Vraiment, c'est un récit atmosphérique. Ne vous attendez pas à avoir beaucoup d'action. C'est pas du tout ça, ce récit. On est plutôt dans la psychologie des personnages et on découvre un peu les secrets de cette famille Blackwood. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et je suis très contente d'avoir lu ce récit. Sur la chaîne des Ténébrisomnia, j'ai vu un titre qui s'appelle Hanksaman. Je me rappelle pas exactement, mais en tout cas, il est sur ma wishlist. Également avec La Loterie, que je vois un peu sur tous les beaux tubes anglophones. En tout cas, si vous cherchez un titre gothique, si vous cherchez à découvrir la plume de Shirley Jackson, je vous recommande de commencer plutôt par Nous avons toujours vécu au château que par Maison hantée.
Le prochain titre qui est dans une autre vibe, dans une vibe vraiment chill, parce que c'est mon péché mignon. C'est La Guerre des Clans, Nuit étoilée, le livre 4 du cycle 2. Oui, parce que ici, dans ces récits, dans cette saga écrite par Erin Hunter, on est avec des chats, on les suit à travers les âges et à travers leur vie des chats. Je pense qu'il y a pour l'instant 6 cycles ou 5 cycles, et chacun de ces cycles comporte 6 tomes. Celui-là, c'est le 4e tome du cycle 2 et j'ai pas les 2 autres pour compléter cette saga, enfin cette partie de la saga. Et en tout cas, si je les trouve en occasion, je vais les prendre pour avoir la finalité de cette partie de saga et peut-être je vais mettre le reste en pause parce que si je les trouve pas en occasion, c'est un gros investissement et franchement, il y a d'autres titres qui m'intéressent plus. Mais en tout cas, c'est un péché mignon, j'adore chaque fois quand je prends un titre des Erin Hunter, de cette saga, La Guerre des Clans. Moi, j'adore parce qu'on parle des chats, on parle des chats guerriers, de chats qui essayent de survivre. C'est un récit assez profond malgré le fait qu'il est adressé aux jeunes enfants. Enfin, à la jeunesse plutôt. Mais en tout cas, on parle ici du territoire, on parle des conflits intrinsèques, on parle du partage, de la solidarité entre les félins, ce qui pourrait être transposé facilement dans la vie humaine, avec des personnages humains, etc. Dans ce 4e tome de la série, nos personnages ont réussi enfin à trouver un endroit où ils pourront vivre paisiblement. Malgré cela, il y a des conflits qui résistent à toute forme de compromis et nos personnages, nos chats, nos héritiers vont devoir faire face à de nouvelles menaces, à de nouvelles querelles intra-clans. C'est un roman chouchou que j'adore et entre 2 romans un peu plus trash, franchement, mettre en Guerre des Clans, c'est toujours chouette parce que les chats, c'est la vie. On va changer encore une fois des registres et on va parler de Mon mari, des modes Ventura. On est ici dans un Unhinged Woman Book, dans un livre où la madame, elle est très dérangée. J'ai adoré de A à Z ce récit, notamment la fin, que j'ai trouvé magnifique. Je sais que tout le monde ne pourra pas aimer parce que c'est un sort de monologue. On suit les pensées de cette dame à travers une semaine. En fait, l'action se déclenche lors d'un repas entre amis. Le mari de cette femme a un mot de travers. Enfin, en tout cas, elle le prend très à cœur et commence à analyser tous les faits et gestes de son mari. Elle est très intense, elle est obsédée par son mari. Parfois, j'ai mis en cause ma santé mentale en lisant ce roman parce que parfois, je m'identifiais beaucoup à cette dame et après, quand elle avait des accès de colère et des gestes vraiment très déplacés, je me disais non, là, non. Au final, madame, on n'est pas du tout pareil, on n'est pas du tout dans le même bateau. Non, je cautionne pas tes faits et gestes, t'es vraiment dans ton délire, t'es vraiment dans tes caprices, dans ton mode de vie qui est vraiment extrême. Tout ce qu'elle fait, tous ses faits et gestes sont tournés vers son mari. C'est être dépersonnifié, on connaît pas son nom, on connaît pas ses antécédents. Il est juste son mari. Tout au long du roman, à travers cette semaine, elle l'identifie comme mon mari. Et c'est tout. On connaît rien de son mari. On connaît pas vraiment de détails sur son mari. On le voit à travers ses yeux. Ce que j'ai trouvé original, c'est les chapitres où chaque chapitre correspondait à un jour de la semaine et on suivait ses réflexions et on suivait sa descente aux enfers au fur et à mesure que le temps passait. Comme je vous disais, j'ai beaucoup apprécié la manière dont cette autrice a mené le récit. Il me semble que c'est son premier roman, mais en tout cas pour un premier roman, c'est excellent. J'ai adoré des A à Z et comme je vous disais, la fin, elle est magistrale. Je pense qu'elle n'aurait pas pu trouver une meilleure fin pour ce roman. Je vais pas vous dire plus parce que sinon je risque de vous spoiler, mais en tout cas, je vous invite à découvrir Mon mari des modes Ventura. Je vais continuer à lire ces romans. Il y a un qui s'appelle Célèbre et qui vient de sortir l'année dernière, enfin au milieu de l'année 2024. En tout cas, il m'intrigue beaucoup. Vraiment, je vous recommande Mon mari des modes Ventura. C'est Unhinged Woman Book. Il est excellent. Excellent. Et parmi ces recommandations, cette update lecture des autrices, je voulais inclure le dernier tome des Noragami, des
Adachitoka. C'est le tome 27, c'est une saga qui parle des dieux. J'ai adoré de A à Z. Moi, quand j'étais enfant, j'avais regardé les 2 premières saisons de l'anime et je voulais connaître la suite. Mais j'avais pas osé de me lancer dans le manga. Je pensais qu'il était encore plus grand. Mais quand je me suis lancée, j'étais trop contente parce qu'en fait, j'ai rattrapé le retard. J'ai pu découvrir la suite de l'histoire et que ça m'a fait un bien fou. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Ce dernier tome, il est sorti l'année dernière, en fin d'année dernière, et je l'ai dévoré. J'ai adoré cette fin, j'ai adoré tout le déroulement de l'histoire. On suit ici un dieu qui n'a pas vraiment de culte. En fait, c'est un dieu errant. Il y a un Joking qui a un acolyte, Yukine. Son arme, il combat les démons et il essaye d'accomplir les souhaits des humains. En fait, plus les humains pensent à lui et il lui accorde des souhaits, plus il peut conserver son existence dans le monde des humains et potentiellement il pourrait avoir un sanctuaire et être adoré comme une entité, comme un dieu qui fait partie du panthéon japonais. Parce qu'on a ici plusieurs dieux japonais. On a des dieux de la guerre, on a des dieux de la destruction, du tonnerre, on a un dieu de l'art, de la fortune, etc., etc. Et c'est trop marrant de voir ces dieux personnifiés à travers ces histoires. Yato, les dieux qu'on suit ici, ces dieux errants, c'est un dieu créé par vengeance, la vengeance de son père, mais il a essayé et il a réussi de se libérer de son joug paternel et il a rencontré une jeune fille très chouette qui le maintient en quelque sorte dans le monde vivant. Une chouette fille qui lui a accordé toute sa confiance avec des aventures folles dans le monde des dieux et des humains. C'est vraiment une chouette découverte. C'est un shonen. Il est bourré d'action, il est bourré de références à la mythologie japonaise. Si vous aimez tout ce qui est mythologie japonaise, déité, vous allez être servi dans ce petit récit. Je pense que la dame, elle a fait bien ses recherches et elle nous a servi un bon récit. Moi, je l'ai adoré, je l'ai dévoré et je vous le recommande chaudement. Si vous voulez pas vous aventurer directement dans le manga, n'hésitez pas à regarder les 2 premières saisons de cet animé. Il suit vraiment l'histoire originelle et avec les animations, c'est encore plus chouette, encore plus immersif. Maintenant, je vais vous présenter un ovni littéraire écrit et réalisé par Victoria Frances. C'est une illustratrice poétesse espagnole. Le livre concept s'appelle Dark Sanctuary. C'est un recueil de poèmes réalisé en collaboration avec le groupe français Dark Sanctuary. C'est un groupe de rock alternative, je ne sais pas exactement comment définir ce type de musique, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à taper sur YouTube Dark Sanctuary Victoria Frances et vous allez pouvoir écouter la musique qui a été spécialement composée pour ce récit. On a ici le CD qui accompagne ce petit recueil de poèmes. Ensuite, on a les magnifiques poèmes, illustrations des Victoria Frances. J'ai adoré de A à Z. En plus, c'est des poèmes qui sont écrits à la fois en espagnol, anglais et en français. Si vous voulez tester, améliorer des langues étrangères, vous pouvez retrouver le même poème en 3 langues différentes. Je l'ai trouvé par hasard dans la boîte à livres et quand je l'ai vu, je me suis laissée tenter. J'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait parce que j'ai adoré. Je suis pas trop penchée poème, poésie, mais ceux-là, ils m'ont captivé et ils m'ont transcendé. C'est des poèmes gothiques, c'est des poèmes assez sombres qui parlent de la mort, qui parlent de l'amour, mais d'une manière très mélancolique, d'une manière très triste et que j'ai adoré de A à Z. Ça s'est lu franchement très vite et j'aime beaucoup le concept avec l'illustration qui va avec et qui détaille vraiment l'esprit du poème. Ce recueil, il est sorti en 2010. Je sais pas s'il est toujours disponible à la vente, peut-être, mais en tout cas, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Si vous le trouvez même dans une bibliothèque, médiathèque, n'hésitez pas à le feuilleter et à voir les magnifiques illustrations et la magnifique écriture de Victoria Frances. Je vous le recommande si vous voulez découvrir des poèmes à l'air gothique. On arrive doucement vers la fin de cette update lecture. Celui-là, c'est l'avant-dernier tome de mon update et s'appelle Black Sheep de Rachel Harrison. C'est un titre en anglais. Malheureusement, il n'y a pas une traduction française. Cette autrice, il me semble qu'elle n'a pas été traduite en français. En tout cas, ses histoires horrifiques n'ont pas été traduites en français. Mais je me devais de lire son récit. J'avais entendu tant de bien de sa plume et je comprends maintenant pourquoi. C'est un récit qui s'inscrit plutôt dans une vibe de cozy horror. Sa plume, elle est vraiment douce
elle est vraiment envoûtante et à un moment donné, on bascule vers l'horreur pure et il y a des scènes qui sont vraiment frappantes et j'ai adoré cet équilibre, cette balance entre les scènes tranquilles, calmes, où on suit la psychologie du personnage principal qui s'appelle Vesper, et ensuite on balance dans cette imagerie horrifique. J'ai beaucoup aimé le commentaire sur la situation de la femme dans un contexte sectaire, dans un contexte familial qui est assez dur à encaisser pour une jeune femme qui s'est trouvée mentie pendant toute son existence. Pour vous faire un court résumé, Vesper est une jeune fille qui a fugué de sa maison, de cet environnement sectaire où elle vivait avec sa famille et avec ses proches. Elle a essayé de se créer une nouvelle vie, mais à un moment donné de son existence, il y a une lettre qui lui parvient et qui l'invite au mariage de sa cousine. Elle s'entendait pas du tout, surtout que le marié, son ex-petit copain, son ex-amoureux. Eh bien, ses sentiments, il travaille vraiment profondément parce qu'elle aime bien sa cousine, elle avait aimé ce garçon, c'était son premier amour. Et vu comment les choses évoluent dans sa vie professionnelle et amicale, elle s'est dit, bon, fuck it, je vais aller là-bas pour ma cousine, pour la marier, je vais lui donner toutes mes félicitations, je vais la soutenir dans sa nouvelle vie qui va commencer. Je vais voir ma famille que j'avais abandonnée il y a une dizaine d'années et on verra comment ça se passe. Sauf que en arrivant dans sa famille, ce délire sectaire ne fait que s'amplifier et elle va être prise dans une spirale de chaos et d'horreur dont elle va faire l'objet principal. Et je peux pas vous dire plus, mais en tout cas, on est dans un slow burn, on est dans un récit horrifique, un peu psychologique. Il y a certains ficelles scénaristiques que j'avais déjà devinés. Je m'attendais un peu que l'action se passe de cette manière. Je me disais, oui, là, elle va faire ça et du coup, en répression, il y aura ça. C'était un peu prévisible, mais pourtant, j'ai beaucoup aimé la manière dont le récit a été englobé dans ce commentaire sociétal, ce commentaire sur la vie d'une femme qui n'a rien demandé et qui a été prise dans cette spirale de la vie, de la famille, de cette famille qui n'a jamais beaucoup aimé. Voilà. Mais en tout cas, je vous recommande, si vous lisez un peu d'anglais, n'hésitez pas à lire Black Sheep. Il y a d'autres titres qui me font de l'œil de cette autrice et quand j'aurai les moyens, je vais me procurer d'autres titres de sa plume. Et on va finir cette update lecture avec un hyper méga gros coup de cœur. Il s'agit bien évidemment de L'été ou tout a fondu de Tiffany McDaniel. Après la claque que j'ai pris avec Betty, je m'attendais pas de me prendre une autre claque avec L'été où tout a fondu, mais pourtant c'était là. C'était un peu moins émouvant que Betty parce que Betty j'ai pris ça pour moi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'étais tellement attachée au personnage de Betty, à tout ce qu'elle vivait. J'avais l'impression qu'en quelque sorte c'est ma vie qu'elle racontait, mais avec L'été où tout a fondu c'était un peu différent, mais pourtant l'amour que je porte pour cette autrice, pour la prose de cette autrice était toujours là, il était toujours intact, voire plus profond et plus puissant. Comment vous dire que encore elle a frappé fort, elle m'a encore brisé le cœur avec le développement de ce roman. Au tout début, je savais pas dans quelle direction elle allait s'aventurer parce que la prémisse de ce récit est assez bizarre. Enfin, c'est bizarre, non. Et assez étonnante, disons. Il y a un juge qui veut tout voir par lui-même, par ses propres yeux. Il veut savoir, il veut confirmer que le diable existe. Du coup, il écrit une lettre dans la presse locale en invitant le diable dans sa bourgade. Et bien, à un moment donné, il y a un petit garçon de couleur qui arrive, qui a des yeux magnifiques, très brillant, et il dit « c'est moi le diable ». Bien évidemment, le juge, il pense pas un mot de ces petits garçons, mais pourtant il l'invite chez lui et il prend soin de lui. Son fils cadet, il va se lier d'amitié avec ce petit garçon qui s'appelle Sal, et à travers cette amitié, on va découvrir au fur et à mesure comment le cadre va évoluer. On va voir comment la paranoïa environnante va prendre le dessus sur la rationalité, disons. On va voir comment des êtres abjects vont endoctriner les autres et comment vont les retourner vers un garçon innocent. Même si c'était le diable, on pourrait dire que c'est un ange déchu, un ange qui a connu la sagesse. Je veux pas rentrer dans les détails, vraiment parce que c'est un titre qui doit se découvrir, qui doit se sentir, qui doit se vivre. Il est plein d'émotions comme Betty et que la fin, elle est terrible. La fin est d'une tristesse incroyable, d'une mélancolie. Comme je vous ai dit pour Betty, si vous êtes dans une mauvaise passe, ne lisez pas ce roman. Ne lisez pas ce roman parce que vous allez tomber encore
plus dans la dépression, dans la tristesse, dans l'angoisse, et c'est pas bien. Mais pourtant, ce roman, il est incroyable. Il est d'une justesse et d'une profondeur, d'une complexité comme rarement j'ai pu voir, comme j'ai rarement pu lire. Sa prose, c'est magnifique. La prose de Tiffany McDaniels, elle l'enjette. Et si vous n'avez pas lu ces romans, mais qu'est-ce que vous attendez? Franchement, qu'est-ce que vous attendez? Peu importe avec lequel vous commencez, je pense que vous allez vous prendre une claque. Il y a un autre roman de sa plume qui est sorti en France qui s'appelle Du côté sauvage, il me semble. Il est sorti l'année dernière, en 2024, et j'ai hâte de me le procurer. Mais je sais que je vais être triste après la lecture de ces romans parce que cette dame, c'est une magicienne, mais c'est une magicienne de la tristesse. Elle a une manière d'écrire qui t'envoûte, qui te ramène dans des eaux profondes, de la noirceur, et tu te dis non, ça va être une lecture chouette. Oui, c'est une lecture très très chouette. Mais à la fin, tu es brisé. Ton cœur, il en peut plus. Il s'est pris des électrochocs, il s'est pris toute la douleur, toute la tristesse du monde, et t'es là en mode mais qu'est-ce que je pourrais lire après ça? Qu'est-ce que je pourrais lire après ça? Qu'est-ce que pourra me faire l'effet, me sortir de cette mélancolie? Qu'est-ce que pourrait dépasser ça, en fait? Il y a quelques titres qui m'ont fait ça. C'est une claque. Franchement, L'été où tout a fondu, c'est une claque. Je vous le recommande. N'hésitez pas, si vous le trouvez en neuf, en occasion, à la bibliothèque, peu importe où, mais donnez-lui sa chance. Donnez-lui sa chance et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. C'est pas un roman où il y a plein d'actions, plein de rebondissements. Non, c'est un roman qui parle de la vie, qui parle de l'acceptation, qui parle des événements tragiques qui se passent dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, et ça retourne un peu le cerveau, ça fait réfléchir à notre monde, à la manière dont on envisage notre environnement. C'est une pépite. Voilà, c'était mon update lecture des autrices pour ce mois de mars. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui pourra vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres. Dites-moi s'il y a un de ces titres qui vous a envoûté, qui vous a brisé le cœur, peu importe, dites-moi tout. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.